À Seattle, des enquêteurs espèrent qu'une tache de sang sur un drap les mènera à un tueur. Les spécialistes sauront-ils faire la lumière sur cette pièce à conviction? Des scientifiques proclament qu'un nouvel ordinateur peut lire dans le cerveau des criminels. Peut-il vraiment avoir accès à la vérité cachée dans la mémoire d'un individu? En Californie, on découvre 2 cadavres en pleine nature. Les indices sont rares et minces. La police utilise une nouvelle technique au laser afin de prouver la culpabilité du meurtrier. Lorsque les indices ne peuvent être vus à l'œil nu, les enquêteurs doivent utiliser des moyens extraordinaires pour les découvrir. Le développement des nouvelles technologies permet aux détectives de découvrir de nouveaux témoins infaillibles. La criminalistique, qui regroupe les techniques mises en œuvre par la police et la justice pour établir la preuve d'un crime et identifier son auteur, est en perpétuelle évolution. Malheureusement, les empreintes digitales ou l'ADN ne sont découverts que dans seulement 1% des cas. Lorsque les techniques éprouvées échouent, les enquêteurs doivent se tourner vers les technologies de pointe pour identifier des indices jusqu'alors invisibles. Par un beau matin du 14 mai 1995, en banlieue de Seattle, aux États-Unis, Randy Henkel, en revenant chez lui, remarqua que la porte de sa voisine était entrebâillée. Il n'y aurait normalement pas prêté attention s'il n'avait pas remarqué la veille que la porte était déjà ouverte alors qu'il partait travailler. Un peu inquiet, il décida d'entrer afin de s'assurer que tout était normal. En entrant dans la chambre à coucher, il découvrit une scène d'horreur. Le corps d'une femme dans la trentaine gisait au pied du lit. Sa tête était recouverte d'un drap et un t-shirt était enroulé autour de son cou. Il y avait des taches de sang sur le tapis. Horrifié, il composa le 911. Yes, I'd like to report an emergency. C'est le détective T.J. Clamp de la police de Kirkland qui répondit à l'appel. C'était le jour de la fête des mères 1995, vers 10h30 du matin. Je me préparais à sortir avec mon épouse et ma fille lorsque j'ai reçu un appel du poste de police qui me demandait de contacter le sergent Markle de la division des enquêtes. Il y avait eu une mort suspecte et tous les détectives étaient dépêchés sur les lieux du crime. All the detectives were being called in to investigate. Les policiers qui arrivèrent à l'appartement ne virent aucune trace d'effraction. Au premier coup d'œil, rien n'indiquait qu'il y avait eu crime. Le téléviseur, la chaîne stéréo et autres objets de valeur étaient toujours là. Rien n'avait été déplacé. Once I arrived there and Une fois arrivés sur les lieux et après avoir obtenu un mandat de perquisition, nous sommes entrés dans l'appartement. Et la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point l'endroit était propre pour une scène du crime. C'était immaculé. Le meurtrier semblait avoir méticuleusement effacé toute trace de son passage. Les détectives se mirent à la recherche de quelque indice. La résolution de cette affaire reposait sur leur habileté à percer les secrets que la scène du crime recelait.
on découvrit un permis de conduire dans un fourre-tout. La victime fut identifiée comme étant Dawn Fairing, une étudiante de l'Institut biblique luthérien qui vivait dans l'appartement depuis quelques mois. Une autopsie et l'analyse de sa raideur cadavérique confirmèrent que la victime était morte au cours des dernières 24 heures. D'autres résultats d'analyse indiquèrent qu'elle avait été agressée sexuellement, mais on fut incapable de découvrir des traces de l'ADN du criminel. L'enquêteur et ses collaborateurs recueillirent avec soin des indices. Ils emportèrent le drap ainsi que des sections du tapis tachées de sang en espérant que ces éléments leur donneraient des informations sur l'identité du meurtrier. Ils découvrirent du tabac et de la cendre près du lit. Comme la victime ne fumait pas, elle provenait sans doute du meurtrier. Elles ne furent malheureusement pas d'une grande utilité. Un autre indice de prime abord inutile fournit de précieuses informations. Pendant que nous cherchions des indices dans l'appartement, nous avons découvert une boîte de reçus. Dawn Fairing était une personne très méticuleuse, très organisée. Elle conservait ses reçus et ses factures de téléphone. Un des reçus qu'elle a conservé était daté du 12 mai 1995, tard le soir. Elle avait acheté des provisions au supermarché du quartier. Afin de déterminer l'heure de la mort de Fairing et de découvrir si elle se trouvait avec quelqu'un, la police se rendit au supermarché. Une caissière se souvenait avoir servi la victime. Fairing était venue peu avant la fermeture. Elle était amicale et enjouée. Elle était seule lorsqu'elle avait quitté le magasin. Cette information ainsi que les indices recueillis sur la scène du crime permirent aux enquêteurs de reconstituer les dernières heures de la victime. Après avoir quitté le magasin peu après 22 heures le soir du 12 mai, elle était vraisemblablement rentrée directement chez elle où elle avait déballé ses provisions. Fairing assumait financièrement toute seule ses études et tenait un compte serré de ses moindres dépenses. Elle avait mis le reçu dans une boîte qui se trouvait dans le placard de l'entrée. Elle avait ensuite préparé des gâteaux, peut-être en vue de la fête des mères du lendemain. Les enquêteurs estimèrent qu'elle avait pris environ 1 heure pour les préparer. Ils trouvèrent les morceaux de gâteau placés dans une assiette près de la cuisinière. En retraçant les occupations de Fairing, les enquêteurs établirent l'heure approximative de sa mort. Ce calcul leur permettrait de savoir à quel moment le tueur avait agi. Mais qui avait tué Dawn Fairing? Un examen attentif de la scène permit de déceler des empreintes de doigts et de paumes de main sur les draps. Des empreintes du meurtrier imprimées avec le sang de la victime. Malheureusement, il n'était pas possible de prélever ces empreintes. Les spécialistes devaient d'abord les rendre lisibles avant d'en tirer quelque chose. On envoya ces éléments à Pat Warwick du laboratoire judiciaire de King County. Quand nous avons examiné ces indices, nous avons décelé la présence de fluide corporel sur le drap, mais tout détail était très difficile à discerner. L'empreinte était barbouillée et très pâle. Personne n'avait jamais tenté de prélever une empreinte sur du tissu auparavant, et ce cas-ci promettait d'être particulièrement ardu. Warwick croyait que son meilleur atout serait sans doute l'utilisation de l'amido black, un colorant utilisé par les spécialistes pour faire apparaître les protéines organiques telles que le sang. Mais ce colorant est généralement utilisé sur des surfaces non poreuses rigides. Son utilisation sur du tissu risquait de détruire une pièce à conviction importante. Warwick demanda conseil à des spécialistes du FBI.
Ces derniers confirmèrent que l'analyse à l'amido black était sans doute la meilleure approche. Le fait de teinter le morceau de drap avec de l'amido black et de le rincer à l'eau distillée pouvait fort bien détruire l'empreinte. Cependant, si le procédé fonctionnait, Warwick aurait contribué à l'avancement de la criminalistique. Malgré maintes précautions, Warwick était inquiet. Lorsqu'il trempa le morceau de tissu dans la solution, sa plus grande crainte se confirma. Le morceau de tissu en entier devint bleu foncé. Tout espoir d'obtenir une empreinte lisible semblait perdu. À Seattle, les autorités qui enquêtaient sur le meurtre de Don Ferring craignirent que leur seule pièce à conviction, cette empreinte de la main, ne soit détruite à jamais. Dans l'espoir de trouver une autre piste, les détectives questionnèrent les voisins de la victime. S'agissait-il d'un crime circonstanciel? Ou encore le meurtrier était-il une connaissance de Don Ferring, à qui elle faisait suffisamment confiance pour le faire entrer chez elle? Pendant que les détectives poursuivaient leur travail, Pat Warwick reprit espoir lorsqu'il constata que l'excès de colorant s'en allait au rinçage. Comme il l'avait espéré, les taches de sang étaient devenues violettes. Malheureusement, le tissu avait viré au bleu pâle, ce qui rendait la lecture de l'empreinte difficile. Le motif du tissu se confondait avec les sillons de l'empreinte. L'analyse en devenait presque impossible. Warwick contacta son collègue Eric Berg, expert en traitement d'images et optimisation numérique du service de police de Tacoma. Les ordinateurs et les caméras haute technologie de Berg pouvaient-ils décoder les empreintes et identifier le meurtrier? Berg se servit d'une caméra numérique pour photographier et télécharger l'empreinte dans son ordinateur. Cela lui donnerait la flexibilité nécessaire pour manipuler l'image. Il devait suivre une procédure très stricte. Les images étaient emmagasinées dans un système qui empêchait qu'elles soient modifiées. Le logiciel que nous utilisons respecte un standard d'encodage gouvernemental qui permet de prouver mathématiquement qu'une image provenant d'un dossier numérique n'a pas été altérée. Afin de conserver son image originale, il en tira une copie de travail. Il était maintenant prêt à nettoyer l'image, mais elle était en si mauvais état qu'il doutait de pouvoir en faire quelque chose. Les sillons de l'empreinte se confondaient avec le tissage du drap. Nous commencions à suivre un sillon sur l'image et tout à coup, le tissage se confondait et dérangeait l'œil qui partait sur une tangente. On ne pouvait pas suivre un sillon sans être constamment dérangé par le motif du tissu. Notre plus gros problème était donc ce motif. Nous devions trouver un moyen de l'éliminer pour n'analyser que l'empreinte. Berg utilisa des filtres spéciaux dans l'espoir d'éliminer le motif. Bien que les filtres n'éliminèrent pas complètement le motif du tissage, ils le brouillèrent suffisamment pour rendre l'empreinte plus claire. Il faisait, pour améliorer l'empreinte, faisait naître un nouveau problème. Le brouillage du motif du tissu avait eu pour effet de réduire considérablement le contraste de l'image. Il ne savait pas encore s'il arriverait à décoder l'empreinte.
Alors qu'Eric Berg poursuivait son travail, les détectives de Kirkland, eux, continuaient à interroger les voisins de la victime. On dressa la liste de 5 hommes vivant dans les environs qui avaient un casier judiciaire et dont on possédait les empreintes digitales. Un de ces hommes était Eric Hayden, qui vivait dans l'appartement situé au-dessus de celui de la victime. Lorsqu'il arriva en voiture près de l'immeuble, les détectives l'attendaient pour lui parler. J'ai regardé le conducteur qui était un homme de race blanche, dans la vingtaine avancée. J'ai remarqué qu'il fumait une cigarette et qu'il nous observait du coin de l'œil, sans bouger la tête. J'ai trouvé que c'était suspect. Hayden passa à côté des officiers sans les saluer et disparut dans l'entrée de son appartement. Nous avons attendu quelques minutes parce que nous voulions voir s'il allait ressortir, ce qu'il a fait. Il a descendu les escaliers et il est passé à côté de nous, à nouveau sans nous regarder. Il se dirigeait vers sa voiture. À ce moment-là, je me suis approché, je lui ai dit « Êtes-vous Eric Hayden ?» Il m'a répondu « Oui, c'est moi ». Je lui ai demandé si je pouvais lui poser quelques questions et il a accepté. Hayden déclara qu'il était sorti boire un verre la nuit du meurtre et qu'il n'en savait rien. Il n'avait rien remarqué d'anormal lorsqu'il était rentré. Il fumait pendant l'interrogatoire et avait l'air nerveux. Mais l'argument de la nervosité ne suffirait pas à faire inculper Hayden. La police avait besoin de preuves concrètes et dépendait encore du travail d'Eric Berg. Dans son laboratoire, Berg avait transféré l'image de l'empreinte dans un autre programme informatique dont le procédé lui permit d'accroître la tonalité des sillons, un peu comme s'il réglait les contrastes sur un poste de télévision. Finalement, grâce à tous ces logiciels et à son expertise, Berg améliora suffisamment la définition de l'image pour la comparer aux empreintes des suspects. La police demanda à Warwick de vérifier les empreintes des 5 hommes qui vivaient dans les environs de la victime, dont bien sûr celle d'Eric Hayden. Ils nous ont donné le nom d'Eric Hayden et nous avons vérifié le dossier dans lequel se trouvaient ces empreintes. Nous les avons ensuite comparées. Lorsqu'on compare des empreintes et qu'on découvre qu'elles sont identiques, il y a un moment où, à titre d'analyste d'empreintes, nous sommes les seuls à savoir. Les détectives ne savent pas, personne ne sait, et cela nous apporte le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Le 31 mai, Pat Warwick appela les détectives pour leur annoncer qu'il avait terminé son analyse et que l'empreinte sur le drap appartenait bel et bien à Eric Hayden. Le soir même, les détectives de Kirkland se rendirent à l'appartement de Hayden, munis d'un mandat de perquisition. Eric Hayden, we have a warrant for your arrest. Lay down, face down on the deck. On procéda à l'arrestation d'Eric Hayden. Pendant ce temps, on interrogea sa compagne et on fit la fouille de son appartement. Il fut accusé de meurtre au premier degré. Après l'arrestation de Hayden, les policiers reconstituèrent les événements de cette triste journée du 12 mai 1995. Eric Hayden était sans doute entré chez la victime sous un faux prétexte. Peu après, il l'avait attaqué et brutalement assassiné. À un certain moment, Hayden s'était attardé à fumer une cigarette qu'il avait déposée sur la table de nuit. Il avait recouvert le corps de la victime d'un drap, puis il s'en était servi pour s'essuyer les mains. Lorsqu'il quitta les lieux, la porte ne put se refermer à cause d'une des pantoufles de la victime.
C'est cette porte entr'ouverte qui avait éveillé la curiosité d'un voisin. Même si le suspect était maintenant en détention préventive et que des éléments de preuve l'incriminaient fortement, la cause du détective Clamp n'était pas encore gagnée. Les avocats de Hayden protestèrent contre cette nouvelle technologie trop récente pour être fiable. Selon eux, les images digitales avaient pu être altérées ou modifiées. Toute nouvelle technique en criminalistique doit être analysée aussi bien d'un point de vue légal que scientifique avant d'être approuvée. Des centaines de procès ont été perdus à cause de procédures d'enquête inadéquates. L'argument principal de la défense reposait sur le fait qu'une image virtuelle incriminait peut-être à tort un homme innocent bien réel. Si les avocats de Hayden avaient réussi à convaincre le jury avec cet argument, la destruction de l'empreinte aurait sérieusement compromis l'accusation. Heureusement, Eric Berg prit un soin particulier à expliquer le procédé afin que les membres du jury prennent une décision avisée. Nous avons apporté tout cet équipement en cours. Nous l'avons installé et pris le drap que nous avions reçu de King County et nous avons saisi et téléchargé l'image dans l'ordinateur et reproduit chaque étape du processus. Puis nous avons imprimé l'image. Nous avons démontré au jury que nous répétions les mêmes opérations, que les résultats étaient toujours les mêmes et que nous pouvions les refaire encore. Le jury, satisfait du travail de mise en valeur digitale de Berg, rendit son verdict après seulement 3 heures de délibération, coupable de meurtre au premier degré. Certains criminels se donnent beaucoup de mal pour cacher leurs crimes, mais un meurtre n'est pas si facile à dissimuler. La criminalistique dispose de plus en plus d'armes pour les démasquer. Voici la région de Big Bear, en Californie, sur le plateau de Cactus Flats. Par un matin de tempête de janvier 1987, un trappeur vérifiait ses pièges. Le mauvais temps rendait sa progression difficile. Vers 11 heures, il remarqua un objet long sous la couche de neige fraîche. Il découvrit un matelas abandonné en pleine nature. Alors que le trappeur en faisait le tour, il fit une seconde découverte bien plus effrayante. Il se rendit rapidement à un téléphone pour appeler la police. C'est le sergent affecté aux homicides Gary Stroop du bureau du shérif de San Bernardino qui fut dépêché sur les lieux. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il recommençait à neiger et il faisait moins 8 degrés. Nous avons travaillé le plus rapidement possible pour ne pas rester coincés là-bas. Sous le matelas se trouvaient 2 corps, ceux d'un homme et d'une femme, tous 2 assassinés. D'une certaine façon, la température avait joué en leur faveur puisqu'elle avait ralenti le processus de décomposition. Stroop eut la chance de trouver les corps intacts. Il y a beaucoup d'animaux dans cette région. Des ours, des pumas, des coyotes. S'il avait fait plus chaud, les animaux auraient probablement attaqué les corps. Qui étaient ces victimes et qui donc leur avait enlevé la vie? Les seuls indices dont ils disposaient étaient les corps des victimes et le matelas. L'homme portait un tatouage distinctif d'un genre apprécié par de nombreux détenus. Stroop demanda qu'on essaie de l'identifier grâce au dossier judiciaire. L'intuition du sergent Stroop se révéla juste. Les empreintes prélevées sur l'homme correspondaient à celles d'un ex-détenu du nom de Richard Creason. La femme fut identifiée comme étant Shanna Thor, sa compagne. Les rapports d'autopsie indiquèrent que l'arme du crime était un fusil de chasse.
Grâce au dossier du pénitencier, les détectives parvinrent à rejoindre et à interroger la famille de Richard Crisson. Son frère déclara que Richard et Shanna étaient partis à Victorville pour y rencontrer un homme du nom de Archie Woods. Selon lui, Crisson revendait de la drogue pour le compte de Woods, qui était membre d'un gang de motards. Suite à cette information et à la vérification des antécédents de Woods, les détectives décidèrent d'enquêter davantage sur cet individu. La police se rendit chez lui. Sa maison était située dans un secteur isolé, à environ 30 km de l'endroit où on avait découvert les corps. Archie Woods n'était pas chez lui. Les détectives furent accueillis par sa compagne, Sherry Mills. Elle déclara aux deux hommes qu'elle ignorait où ils se trouvaient et accepta à contre-cœur de les faire entrer. Avant même qu'ils ne soient entrés dans la maison, quelque chose attira leur attention. Sur le perron, près de la porte d'entrée, ils remarquèrent deux taches qui ressemblaient à du sang. Il était trop tôt pour savoir si ces taches étaient importantes ou non. Les détectives espéraient obtenir des réponses à l'intérieur de la maison. Ils informèrent la compagne de Woods, Sherry Mills, qu'ils savaient que Shanna et Richard leur avaient rendu visite. Mills admit que Shanna Thole et Richard Crisson étaient bel et bien venus, mais qu'ils n'étaient restés qu'une nuit avant de poursuivre leur voyage. Elle ignorait où ils étaient allés ensuite. Les détectives découvrirent d'autres taches brunes qui ressemblaient à du sang à l'intérieur de la maison. La maison sentait la peinture fraîche. Dans une des chambres à l'arrière, ils découvrirent des pots de peinture et une base de lit démontée. Il n'y avait aucun matelas. Si les meurtres s'étaient produits dans cette chambre, la peinture avait peut-être servi à cacher des indices importants. La police devait trouver un moyen de le découvrir afin de relier les homicides à cette scène potentielle du crime. Les détectives obtinrent un mandat de perquisition, puis avisèrent l'unité du crime qu'il y avait un problème difficile à résoudre. À l'extérieur, ils remarquèrent la présence de traces de pneus très larges à profil bas, comme celles qu'aurait laissées une voiture de sport. La victime, Shanna Thole, avait été vue pour la dernière fois conduisant ce type de voiture. On examina les taches de sang visibles et on recueillit les indices. Malgré tout, les enquêteurs étaient coincés. Même si le sang découvert à la maison correspondait à celui de Thole et de Crisson, sa présence pouvait s'expliquer par un échange de coups. Il n'y en avait pas assez pour expliquer une fusillade. L'enquête se heurtait littéralement à un mur. L'expert légiste David Stockwell, de la division d'enquête scientifique du bureau du shérif, pensait qu'une source de lumière alternative révélerait ce qui se trouvait sous la couche de peinture de la maison de Woods. La source de lumière alternative est un rayon laser à intensité variable utilisé pour éclairer les fluides corporels sur des vêtements ou des scènes du crime. Chaque fluide reflète une fréquence précise de lumière. Le réglage de la fréquence du rayon laser permet d'identifier des indices qui auraient normalement été invisibles à l'œil nu. Les spécialistes utilisent des lunettes teintées et des produits chimiques spéciaux qui rehaussent la réflexion des fluides afin de les faire luire sous le rayon laser. Ici, ces empreintes de sang sont trop ténues pour être vues à l'œil nu. Mais l'ajout de produits chimiques doublé de l'éclairage au laser approprié les rendra fluorescentes. En théorie, du moins, les taches de sang devraient luire, même si elles étaient cachées derrière une couche de peinture, à condition qu'on utilise les bons produits chimiques et la fréquence laser appropriée.
Le laser est très efficace pour refléter certains fluides corporels, comme le sperme, mais n'est pas utilisé d'habitude pour déceler le sang parce que celui-ci est généralement visible à l'œil nu. Nous avons utilisé le laser pour regarder à travers la couche opaque de peinture et voir ce qui se trouvait dessous. Mais cette façon inhabituelle d'utiliser ces instruments fonctionnerait-elle? La police de San Bernardino ne disposait pas de l'équipement approprié pour éclairer un mur entier simultanément. Elle effectua donc cette opération secteur par secteur dans l'espoir de découvrir des indices. Petit à petit, la tâche fut accomplie. Grâce à la source de lumière alternative, les événements de la maison de Woods furent enfin mis à jour. Une éclaboussure de sang jusqu'alors invisible se trouvait bel et bien sous la peinture fraîche. L'enquête avançait enfin. On pouvait maintenant analyser la forme de la tache de sang et déterminer ce qui était arrivé. Comme on peut le voir avec ce fluide coloré, le sang versé lors d'un meurtre peut être répandu de différentes façons. Il peut tomber goutte à goutte et produire des taches rondes. Le diamètre des gouttes dépendra de la longueur de leur parcours et de la quantité de sang répandu. S'il est projeté dans les airs, suite à une coupure, il formera une série de traînées. C'est ce qu'on appelle une projection. Dans le cas du sang découvert chez Archie Woods, les taches racontaient une toute autre histoire. Les plus grosses taches que j'ai jamais vues sur des scènes de crime sont produites par giclée artérielle. Et c'est ce que j'ai compris en voyant la taille de la tache sous la couche de peinture. C'est qu'il s'agissait d'une tache de cette nature. L'hypothèse de la giclée correspondait également aux blessures de Crisson et Thorle. Le rayon laser avait permis de clarifier ce qui leur était arrivé. Un nouveau problème se présentait. Comment pourrait-on conserver ces taches pour les présenter à la cour? Sans la preuve formelle qu'il y avait bien eu giclée artérielle, la partie adverse pourrait déclarer qu'il n'y avait eu qu'un simple échange de coups. Il fallait trouver un moyen d'éclairer tout le mur simultanément afin d'en tirer une photographie. Les analystes tentèrent une technique particulière en laissant l'obturateur de la caméra ouvert et en dirigeant le rayon laser sur le mur de gauche à droite et de haut en bas jusqu'à ce que le mur entier soit éclairé, c'est-à-dire pendant plusieurs minutes. Une fois ces négatifs développés, les analystes avaient la photo espérée. Il s'agissait d'une bonne nouvelle pour le sergent Stroop. Eh bien, cette giclée que nous avions sur le mur avait été répandue rapidement et en grande quantité. Bien plus que ce qu'on retrouverait avec quelqu'un qui saigne du nez ou qui se retrouve dans une bagarre. La preuve était faite qu'il s'était bel et bien produit des meurtres dans cette pièce. Les taches de sang révélaient qu'au moment où ils avaient été tués, Shanna Thorle et Richard Crisson étaient couchés et ne menaçaient en rien leur assaillant. Pendant ce temps, on était toujours à la recherche du suspect. À San Bernardino, la recherche d'Archie Woods, soupçonné des meurtres de Richard Crisson et Shanna Thorle, était devenue impérative. Afin d'éviter d'être impliqué dans cette affaire, la compagne de Woods accepta de coopérer avec la police. Elle informa les détectives qu'Archie se trouvait à Modesto pour l'anniversaire de sa fille. Le vendredi, au moment où le détective Stroop recueillait les indices chez Woods, ce dernier était arrêté dans un comté voisin pour port d'armes illégales. Il était au volant d'une voiture de sport. La voiture de Shanna Thorle. Interrogé à la prison de San Bernardino,
Woods soutint qu'il était innocent. Il déclara que ces meurtres avaient été commis par des membres de son gang de motards. Selon Woods, des membres de son gang lui avaient demandé d'attirer Richard Crescent chez lui. Il déclara qu'après l'arrivée de Crescent et Thole, il avait quitté la maison comme le lui avait ordonné le gang. Il refusa d'identifier les motards impliqués. Archie s'est entêté à raconter qu'il ne savait pas qui était venu chez lui, que les deux victimes étaient en vie quand il était parti et mortes à son retour. Il n'a jamais voulu donner les noms des individus impliqués. Archie Woods déclara qu'il avait été pris de panique et qu'il avait abandonné les corps à Big Bear. Grâce au laser, la police avait découvert un indice crucial qui entachait quelque peu la version d'Archie. L'analyse du sang sur le mur déterminait que les victimes étaient couchées, ce qui ne correspondait pas à une confrontation violente. Les détectives purent enfin reconstituer les événements de cette nuit-là. Crescent et Thole étaient venus chez Archie pour régler un malentendu à propos d'une affaire de drogue. Il y avait eu une longue nuit de discussions et de disputes. La mésentente n'était pas réglée à la satisfaction d'Archie, mais il laissa cependant Crescent et Thole croire qu'ils étaient d'accord. Le couple alla se coucher sans se douter du prix qu'allait leur coûter cette nuit-là. La police croit que lorsque Woods avait constaté qu'ils étaient profondément endormis, il les avait abattus avec son fusil de chasse. Le seul élément de vérité dans la version de Woods était qu'il avait abandonné les corps ainsi que le matelas imbibé de sang à Big Bear, croyant que personne ne les découvrirait jamais. De retour chez lui, il avait commencé par nettoyer le mur, mais comme le sang ne partait pas, il l'avait recouvert d'une épaisse couche de peinture. Grâce à la source de lumière alternative, les efforts de Woods avaient été vains. Le laser montrait clairement la giclée de sang derrière la couche de peinture opaque. Quand j'ai vu ça, il n'y avait pas de doute dans mon esprit qu'ils avaient été tués là, dans ce lit, et que ça allait le démontrer ou nous aider à convaincre le jury de ce que nous savions. Et c'est ce qui est arrivé. Archie Woods fut condamné à 2 peines à perpétuité pour les meurtres de Richard Crescent et Shanna Thole. Larry Farwell est directeur et scientifique en chef au laboratoire de recherche sur le cerveau humain de Fairfield dans l'Iowa. Il a développé une technique d'analyse appelée empreinte cérébrale qui, grâce à des appareils sophistiqués, décode les centres de mémoire du cerveau humain. Il croit que sa technique sera utilisée un jour pour prouver hors de tout doute la culpabilité de criminels. L'empreinte cérébrale est une méthode scientifique qui détermine si une certaine information est enregistrée dans le cerveau ou non. Si un individu a commis un crime, son cerveau contiendra des informations relatives au crime. Nous pouvons donc utiliser la technique de l'empreinte cérébrale pour déterminer scientifiquement s'il a commis le crime ou pas. Lorsque quelqu'un commet un crime, son cerveau enregistre l'information dans la mémoire. La méthode de l'empreinte cérébrale vise à révéler ce souvenir en présentant au suspect des éléments relatifs à la scène du crime. Un bandeau muni de capteurs est placé sur la tête du sujet. Une série d'images ou de mots est présentée à l'écran.
L'ordinateur enregistre les ondes cérébrales produites en réaction par le sujet. Ces réactions sont ensuite enregistrées sous forme de courbes. L'analyse de ces graphiques permet à Farwell de déterminer si le sujet reconnaît ce qu'il voit ou non. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où un crime a été commis, il y a certains détails à propos du crime que seul le meurtrier connaît. On peut donc vérifier si son cerveau contient l'information. Si oui, il était présent, sinon, il ne l'était pas. Le FBI joue un rôle majeur dans le développement et l'évaluation de cette nouvelle technologie. L'agence fédérale manifesta son intérêt dès qu'elle entendit parler du système de Farwell. Le FBI décida de tester l'empreinte cérébrale sur ses propres agents à ses bureaux de Quantico, en Virginie. Nous avons mené une étude sur des agents du FBI et le but de cette étude était de voir si nous pouvions déterminer si un individu était un agent du FBI ou non, grâce à ses ondes cérébrales. Si nous arrivions à déterminer qui était un agent du FBI, nous pourrions également déterminer si quelqu'un était un espion d'une agence étrangère ou un membre d'un groupe criminel, grâce aux réactions de son cerveau. Chaque sujet visionnait une série de mots sur l'écran d'un ordinateur. Plusieurs de ces mots étaient des acronymes ou des termes familiers aux seuls agents du FBI. On avait spécialement demandé aux agents de tout faire pour cacher à Farwell leur lien avec l'agence. Chaque réaction des participants fut mesurée grâce aux électrodes du bandeau. Les électrodes étaient branchées sur le logiciel d'analyse d'ondes cérébrales de Farwell. Nous avons donc présenté des stimuli, des locutions que seuls les agents du FBI reconnaîtraient à cause de leurs antécédents. Les agents les ont reconnus. Nous avons donc décelé les réactions cérébrales. Nous savions lesquels d'entre eux étaient du FBI. Le principe derrière le système d'empreinte cérébrale est fort simple. Farwell a découvert que les centres de mémoire du cerveau humain réagissent différemment à la vue de stimuli familiers. Il a nommé cette variation murmure. Et c'est cette réaction spécifique du cerveau que nous mesurons et analysons avec l'ordinateur pour déterminer si un individu reconnaît les mots ou les images qui lui sont présentés et qui sont en rapport avec le crime ou l'enquête sur lesquels nous travaillons. Lorsque le sujet voit quelque chose apparaître à l'écran, son cerveau produit une onde cérébrale. Un murmure est une augmentation de l'activité du cerveau produite lorsque le sujet reconnaît ce qu'il voit. Les participants qui ne travaillaient pas pour le FBI ne reconnurent pas les stimuli particuliers à l'agence et ne produisirent donc aucun murmure. La marine américaine s'intéressa elle aussi à ce nouveau système. Ces chercheurs mirent au point leurs propres tests afin de voir si la technique de l'empreinte cérébrale pourrait différencier des étudiants en médecine de civils ordinaires. Ils utilisèrent une liste d'acronymes particuliers à la médecine et à l'armée. C'est le lieutenant-commandant René Hernandez qui était chargé de mener cette étude. Le test a été fidèle à 100%. Nous avons pu identifier chaque participant. L'astuce n'est pas de savoir si la méthode fonctionne, mais de savoir poser la bonne question. Parce que si nous n'avions pas utilisé de très bons acronymes que seuls les étudiants reconnaîtraient, nous n'aurions pas pu faire la différence entre les étudiants en médecine et l'équipe, par exemple. Donc, il était très important d'être assez astucieux pour poser les bonnes questions parce que le cerveau répondra toujours avec honnêteté. La préparation minutieuse des mots et des images d'une séance de test est vitale si l'on veut obtenir des résultats probants. Les questions doivent être formulées de façon à ce que lorsque le murmure se produit, l'on sache exactement pourquoi. Dans le cas d'un meurtre, cependant, le témoin réagirait de la même façon que le criminel si on lui présentait l'arme du crime. Vous prenez deux personnes. Seulement l'une des deux a commis le crime et l'autre y a assisté. Les deux ont la même information emmagasinée dans leur cerveau. Il s'agit de poser les questions correctement. La préparation rigoureuse des tests de laboratoire est cruciale.
Mais cette technique tiendrait-elle la route dans le cas d'une enquête criminelle? Le docteur Farwell pourrait-il vraiment lire dans le cerveau d'un meurtrier? Cette technique, qu'on dirait tout droit sortie d'un roman de science-fiction, pourrait bien être l'outil judiciaire le plus important du prochain siècle. De sérieuses questions subsistent sur l'application générale de l'invention du docteur Farwell. Un murmure serait-il présent chez un tueur qui a bu et qui a tout oublié, ou quelqu'un qui était en état de psychose au moment où il a enlevé la vie de sa victime? Dans de tels cas, peut-être l'empreinte cérébrale ne vaudrait-elle rien. Et qu'arriverait-il si peu après avoir commis son crime, un meurtrier était victime d'un traumatisme crânien? C'est exactement ce qui est arrivé au garde du corps, qui était dans la même voiture que Lady Diana. Tout le monde a cru qu'il tentait de cacher quelque chose, mais il a subi un tel traumatisme qu'il ne se souviendra sans doute jamais de l'événement, parce que son cerveau était trop en mauvais état pour enregistrer cette information dans la mémoire à long terme. Beaucoup de scientifiques et d'enquêteurs s'entendent pour dire que cette nouvelle technique de l'empreinte cérébrale est prometteuse. Dans le cas d'un meurtre sans aucun témoin, par exemple, le meurtrier serait la seule personne à avoir des informations précises sur le crime. Grâce à l'ordinateur du docteur Farwell, le cerveau du meurtrier lui-même pourrait bien servir de témoin à charge. La technologie nous apporte maintenant de nouvelles façons de découvrir des indices qui auraient été perdus, voire indéchiffrables, il y a quelques années seulement. Aujourd'hui, les analystes parviennent à lire à travers la peinture et à analyser une empreinte barbouillée. Bientôt, peut-être pourront-ils déceler la vérité directement dans le cerveau des suspects. Nous ne pourrons sans doute jamais éliminer complètement le crime, mais les experts légistes mettent tous leurs moyens en œuvre pour y parvenir.